Un millionnaire stressé par son travail sursaute lorsqu'une petite mendiante de 6 ans entre soudainement dans son bureau. Avec des yeux innocents, elle lui tend un CV manuscrit et le supplie. « Monsieur, donnez-moi un travail, j'ai besoin d'argent. » Il se met à rire, pensant à un canular, et renvoie la fillette. Mais pour une raison qu'il ne comprend pas, il décide de lire le CV de l'enfant. Ce que chaque ligne de ce papier révèle rend le millionnaire incapable de supporter ce qu'il lit, et les larmes commencent à couler sur son visage. Ce qu'il fait dans les instants qui suivent laisse tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le silence du 30e étage n'était rompu que par le bourdonnement à peine perceptible de la climatisation et le rugissement lointain de la circulation en contrebas. Robert Sinclair ajusta ses lunettes de lecture et reporta son attention sur le rapport étalé sur le bureau en acajou poli. Les chiffres étaient impeccables, comme toujours. Chaque feuille de calcul reflétait son obsession pour l'efficacité, chaque graphique démontrait sa capacité impitoyable à transformer les opportunités en profit. À 52 ans, Robert avait bâti un empire financier que beaucoup enviaient, mais dont peu comprenaient le prix qu'il avait payé. Son bureau d'angle, au dernier étage de la tour d'entreprise la plus imposante de la ville, était une forteresse de verre et d'acier, l'isolant d'un monde qu'il considérait comme chaotique et imprévisible. Les murs étaient ornés de récompenses professionnelles et de photographies de poignées de main avec des personnalités importantes, mais aucune image personnelle ne venait rompre la froideur professionnelle de l'environnement. Il vérifia la montre suisse à son poignet, 16h30. Son emploi du temps était libre jusqu'à la réunion de 18h avec des investisseurs japonais. Assez de temps pour examiner les contrats du projet immobilier qui rapporterait des millions au cours des 2 prochaines années. Robert ouvrit sa mallette en cuir italien et commença à examiner chaque clause avec la minutie qui l'avait rendu redouté dans le monde des affaires. C'est alors que la porte du bureau s'ouvrit. Au début, Robert ne leva même pas les yeux, supposant que c'était sa secrétaire avec un document urgent. Mais le silence qui suivit le fit froncer les sourcils. Margaret annonçait toujours sa présence par un discret « Excusez-moi, monsieur Sinclair ». Ce silence avait quelque chose de différent. Quelque chose qui le fit finalement lever les yeux de ses papiers. Une petite fille se tenait dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, Robert resta complètement immobile, convaincu d'avoir une hallucination. L'enfant ne pouvait avoir plus de 6 ans, avec des cheveux bruns en désordre, retenus par un élastique usé. Ses vêtements étaient simples et visiblement d'occasion, mais propres, comme si quelqu'un avait pris un soin particulier à ce qu'elle se présente du mieux possible. À ses petits pieds, des chaussures qui paraissaient bien trop grandes pour elle. Mais c'est ce qu'elle tenait dans ses mains qui attira le plus l'attention de Robert, un morceau de papier froissé, plié et replié tant de fois que les marques des plis étaient aussi profondes que des cicatrices. La fillette le tenait à 2 mains, comme si c'était l'objet le plus précieux au monde. « Monsieur, dit-elle, sa voix claire tranchant le silence comme une lame. S'il vous plaît, donnez-moi un travail. J'ai besoin d'argent. » Robert cligna des yeux plusieurs fois, certain d'halluciner à cause du surmenage. Mais la fillette était toujours là, tendant le papier froissé vers lui avec une détermination qui contrastait brutalement avec son âge et sa taille. « Comment es-tu entré ici ?» réussit-il enfin à demander, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Par la porte », répondit-elle avec une simplicité déconcertante, faisant quelques pas en avant. « C'est mon CV. Je travaille dur, je vous le jure. » Le mot CV, prononcé par cette petite voix enfantine, sonnait si absurde que Robert faillit rire. Mais il y avait quelque chose dans le sérieux avec lequel elle parlait, dans la fermeté de sa posture malgré sa nervosité visible, qui l'empêcha de traiter la situation comme une blague. « Écoute-moi bien, petite », commença-t-il, son irritation grandissant alors qu'il assimilait l'absurdité de la situation. « C'est un bureau, pas un terrain de jeu. Où sont tes parents? Comment as-tu réussi à passer la sécurité ?» Mais l'enfant ne recula pas. Au contraire, elle fit un autre pas en avant et posa le papier froissé sur le bureau en acajou, juste à côté des rapports valant plusieurs millions de dollars. « S'il vous plaît, monsieur, répéta-t-elle, ses yeux bruns brillant d'une intensité que Robert ne pouvait comprendre. « J'ai vraiment besoin de ce travail. » Et à ce moment-là, quelque chose remua dans la poitrine de Robert Sinclair, quelque chose qu'il avait enfoui si profondément qu'il en avait presque oublié l'existence. Robert fixa la jeune fille pendant de longues secondes, son esprit d'homme d'affaires essayant de traiter la situation. Les canulars d'entreprise n'étaient pas rares dans son monde, mais celui-ci était trop élaboré, trop spécifique. Aucun concurrent ne serait assez cruel pour utiliser un enfant de cette manière. Ou bien si,
C'est une blague, demanda-t-il, la voix chargée de suspicion. Quelqu'un t'a envoyé ici. La fillette secoua vigoureusement la tête, faisant danser ses cheveux en désordre autour de son petit visage. Non, monsieur. Je suis venu seul. Je dois travailler pour aider ma maman. La sincérité dans sa voix était troublante. Robert avait passé des décennies à apprendre à déceler les mensonges et les manipulations dans le monde des affaires, mais il ne pouvait détecter aucun signe de fausseté chez cet enfant. Et cela le dérangeait plus que de raison. Il se pencha en arrière dans son fauteuil de direction, créant plus de distance entre eux. Le papier froissé restait sur son bureau, tel un intrus parmi les documents organisés. « Quel âge as-tu » demanda-t-il, essayant de gagner du temps tout en décidant s'il devait appeler la sécurité immédiatement. « 6 ans, répondit-elle promptement. « Mais je suis forte et intelligente. Je sais faire plein de choses. » Robert sentit un pincement au cœur qu'il ne pouvait nommer. 6 ans. Le même âge qu'avait Émilie Kahn ? Il coupa court à cette pensée. Non, il ne permettrait pas à son esprit de s'engager sur cette voie. Pas encore une fois. Les enfants ne travaillent pas, dit-il, sa voix se durcissant involontairement. Ils doivent étudier et jouer. Où est ta mère en ce moment ? Les yeux de la fillette s'emplirent de larmes qu'elle refusa obstinément de laisser couler. Elle est malade. Elle ne peut pas travailler correctement. Et j'ai arrêté d'aller à l'école il y a longtemps. Cette confession fut comme un coup de poing dans l'estomac de Robert. Un enfant de 6 ans qui avait arrêté d'aller à l'école. Le concept était si faux, si éloigné de tout ce qu'une enfance devrait être, qu'il sentit sa colère monter, non pas contre la fillette, mais contre la situation, contre le monde qui permettait que cela se produise. « Et tu penses que tu peux travailler ici » demanda-t-il, désignant l'environnement sophistiqué qui les entourait. « C'est une multinationale, pas un ?» Il s'arrêta, réalisant qu'il était cruel envers un enfant qui faisait déjà face à des difficultés inimaginables. La fillette hocha la tête avec une détermination renouvelée. « Je peux nettoyer. Je peux organiser des papiers. Je peux rester tranquille dans un coin. Je ne dérangerai personne, promis. » Robert regarda de nouveau le papier sur son bureau. La curiosité, un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps pour quoi que ce soit qui n'impliquait pas de profit, commença à grandir en lui. « Ce CV, dit-il en prononçant le mot avec soin, qui t'a aidé à le faire ? » « Un monsieur du refuge m'a aidé à écrire les lettres les plus difficiles, répondit la fillette fièrement. Mais je lui ai dit tout ce que je sais faire. Le refuge. Le mot résonna dans l'esprit de Robert. Cet enfant vivait dans un refuge, sans famille digne de ce nom, sans ressources, sans les opportunités de base que chaque enfant devrait avoir. Et pourtant, la voilà, à 6 ans, essayant de résoudre le problème par elle-même. Contre toute raison, Robert tendit la main et prit le papier. Il était chaud, comme s'il avait été tenu fermement pendant longtemps. Les plis étaient profonds, indiquant qu'il avait été ouvert et refermé de nombreuses fois, peut-être pendant que la fillette s'entraînait à ce qu'elle allait dire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, tenant toujours le papier sans l'ouvrir. « Sophia » répondit-elle, un petit sourire illuminant son visage pour la première fois. « Sophia Diaz. »« Sophia » répéta Robert, et le nom lui parut étrange sur ses lèvres. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas parlé à un enfant, si longtemps qu'il n'avait pas vu un sourire aussi sincère. « Et ta mère, comment s'appelle-t-elle » ? « Maria. Maria Diaz. C'est la personne la plus gentille du monde, mais elle est très malade et les médicaments coûtent très cher. » La simplicité avec laquelle Sophia décrivait sa situation était déchirante. Il n'y avait aucun apitoiement, seulement des faits présentés avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent. Robert jeta un coup d'œil à l'horloge. 17 heures approchaient, et il avait une décision à prendre. Devait-il appeler la sécurité et renvoyer la fillette, retournant à sa routine sûre et prévisible ? Ou devait-il ouvrir ce papier froissé et découvrir ce qu'un enfant de 6 ans considérait comme des qualifications professionnelles ? Sa main trembla légèrement alors qu'il commençait à déplier le CV. Le papier se déplia avec un bruissement sec, révélant une page tachée et jaunie, clairement arrachée d'un cahier d'écolier. En haut, écrit en grosses lettres inégales au stylo bleu, on pouvait lire « CV de Sophia ». La faute d'orthographe ne diminuait en rien le sérieux avec lequel il avait été préparé. Robert ajusta ses lunettes et commença à lire, son expression passant progressivement du scepticisme à quelque chose de bien plus complexe. Nom, Sophia Diaz. Âge, 6 ans. Où j'habite, le refuge de Madame Carmen. Ce que je sais faire. Je sais supporter le froid sans me plaindre. Je sais nettoyer les sols à genoux.
Je ne me plains pas quand j'ai faim. Je sais m'occuper des gens malades. Je peux porter des choses lourdes. Je reste silencieuse quand il le faut. Je sais partager la nourriture avec les autres. Je peux dormir n'importe où. Je ne pleure pas quand quelqu'un crie. Je sais réconforter quelqu'un quand il est triste. La liste continuait avec 10 autres points, chacun plus dévastateur que le précédent. Ce n'étaient pas des qualifications professionnelles au sens traditionnel, mais plutôt des compétences de survie qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir à développer. Robert sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine, une pression croissante, comme si quelque chose se dilatait à l'intérieur de lui, pressant contre ses côtes. Ses mains se mirent à trembler imperceptiblement alors qu'il continuait sa lecture. « Pourquoi j'ai besoin de travailler ? Ma maman est très malade et il n'y a pas d'argent pour les médicaments. Elle pleure la nuit quand elle pense que je dors. Je veux l'aider à aller mieux. Je promets de travailler dur et de ne causer aucun problème à personne. » L'écriture changeait à la fin, devenant plus précipitée, comme si Sophia se dépêchait de finir avant que quelqu'un ne l'empêche d'écrire ses sentiments les plus profonds. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je suis une gentille fille. » Robert dut s'arrêter de lire. Sa vision se brouillait, et il réalisa avec un choc que ses yeux s'emplissaient de larmes. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis plus de 5 ans, depuis les funérailles d'Émilie. Il s'était convaincu qu'il n'avait plus cette capacité, que les émotions étaient une faiblesse qu'il avait surmontée. Mais le voilà, un homme qui brassait des millions de dollars sans ciller, démoli par un CV manuscrit rempli de fautes d'orthographe. « Monsieur », la petite voix de Sophia le ramena au présent. « Vous pleurez ?» Robert s'essuya rapidement les yeux avec le dos de la main, essayant de retrouver sa contenance. « Non », ment-il, sa voix sortant plus rauque que d'habitude. « Juste une allergie. » Sophia ne sembla pas convaincue, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle s'approcha du bureau. « Vous avez tout lu ? J'ai oublié quelque chose d'important ?» Robert la regarda, la vit vraiment pour la première fois, la détermination dans ses yeux bruns, la façon dont elle gardait les épaules droites malgré sa petite taille, la manière dont ses petites mains se joignaient nerveusement en attendant sa réponse. « Sophia », commença-t-il, puis s'arrêta, ne sachant comment continuer. Comment expliquer à une enfant de 6 ans que le monde ne fonctionnait pas ainsi, que les entreprises n'embauchaient pas d'enfants, qu'il y avait des lois, des règlements, des protocoles ? « Je dois réfléchir à cela, » dit-il finalement, repliant le papier avec un soin excessif. Les yeux de Sophia s'illuminèrent d'espoir. « Ça veut dire que c'est peut-être oui ?» Robert sentit son cœur se serrer à nouveau. Cet espoir sur son visage était si pur, si confiant, qu'il ne put se résoudre à le détruire immédiatement. « Cela signifie que je dois analyser ta proposition correctement, » répondit-il, utilisant le langage d'entreprise comme un bouclier contre les émotions qui menaçaient de le submerger. Sophia sourit alors, un sourire si radieux qu'il illumina tout le bureau sombre. « Merci, monsieur. J'attendrai votre décision. Je peux revenir demain pour connaître la réponse ?» Avant que Robert ne puisse répondre, Sophia courait déjà vers la porte, ses chaussures trop grandes claquant sur le sol en marbre. « Sophia !» appela-t-il, mais elle était déjà partie, ne laissant que l'écho de ses pas dans le couloir. Robert resta seul dans son bureau, tenant un CV manuscrit qui avait changé quelque chose de fondamental en lui. Pour la première fois depuis des années, les chiffres sur les feuilles de calcul sur son bureau semblaient complètement insignifiants. Il regarda par la fenêtre panoramique la ville en contrebas, où des milliers de personnes vivaient leur vie, affrontaient leurs problèmes, menaient leurs batailles. Combien de Sophia y avait-il dehors ? Combien d'enfants portaient des responsabilités qui ne devraient pas être les leurs ? Et plus important encore, qu'allait-il faire de cette information, maintenant qu'il ne pouvait plus prétendre l'ignorer ? La réunion avec les investisseurs japonais fut un désastre. Robert, normalement impitoyable en négociation, se retrouva distrait à plusieurs reprises, son esprit dérivant vers une fillette de 6 ans et ses qualifications impossibles. Quand M. Tanaka l'interrogea sur les projections trimestrielles, Robert dut lui demander de répéter la question 2 fois. Après le départ des investisseurs, visiblement mécontent, Robert resta dans son bureau bien après les heures normales. Le CV de Sophia était rangé dans le tiroir supérieur de son bureau, mais il ne pouvait cesser d'y penser. Chaque ligne manuscrite résonnait dans son esprit comme un marteau contre sa conscience soigneusement construite. Je sais supporter le froid sans me plaindre. Quel genre de vie une enfant de 6 ans devait-elle avoir pour développer cette compétence ? À 21h, il décida enfin de partir. Mais au lieu de prendre l'ascenseur de direction directement vers le garage souterrain, comme il l'avait fait chaque soir depuis 15 ans, Robert descendit au rez-de-chaussée.
Il devait comprendre comment Sophia avait réussi à déjouer la sécurité. « Bonsoir, monsieur Sinclair », le salut à Marcus, le chef de la sécurité de nuit. « Vous partez un peu tard ce soir. »« Marcus, » dit Robert, « je dois savoir comment une enfant a réussi à monter à mon bureau cet après-midi. » « Une fillette d'environ 6 ans. » L'homme robuste fronça les sourcils, vérifiant ses notes. « Une enfant, monsieur ? Nous n'avons aucune trace d'une enfant entrant dans le bâtiment aujourd'hui. » « Vous êtes sûr ? » « Absolument, » répondit Robert, son irritation grandissant. « Elle était dans mon bureau pendant au moins 15 minutes. » Marcus appela les gardes de l'équipe de l'après-midi, et après 20 minutes d'enquête, la vérité éclata. Pendant le changement d'équipe à 15h30, il y avait eu une petite agitation lorsqu'un coursier était arrivé avec des documents urgents, précisément au moment où le système de caméra était redémarré pour la maintenance hebdomadaire. C'était une fenêtre d'environ 3 minutes, expliqua Bobby, le garde de l'équipe de l'après-midi. Mais je jure que je n'ai vu aucune enfant, monsieur Sinclair. Elle a dû observer notre routine, murmura Marcus, impressionné malgré lui. Pour qu'un enfant sache exactement quand agir, cela demande de la planification. Robert sentit un frisson parcourir son échine. Sophia n'était pas simplement tombée sur son bureau. Elle avait étudié, planifié, attendu le bon moment. Une enfant de 6 ans avait exécuté un plan que de nombreux adultes jugeraient trop complexe. « Je veux les rapports de sécurité de chaque jour de cette semaine », ordonna-t-il. Vérifiez aussi les caméras extérieures. Si elle a surveillé le bâtiment, il doit y avoir des enregistrements. Le lendemain, Robert arriva au bureau 1 heure plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi, se réveillant plusieurs fois en pensant au sourire plein d'espoir de Sophia et à sa promesse de revenir pour sa réponse. Margaret, sa secrétaire, remarqua immédiatement que quelque chose était différent. « Monsieur Sinclair, dois-je vous apporter votre café maintenant ou préférez-vous attendre ?» « Margaret, dit-il brusquement, avez-vous des enfants ?» La question l'a pris par surprise. En 12 ans de travail pour lui, Robert n'avait jamais montré d'intérêt pour sa vie personnelle. « Oui, monsieur, 2. »« Pourquoi demandez-vous ? Si un enfant de 6 ans était forcé de travailler pour aider sa famille, est-ce que ce serait normal ?» Margaret fixa son patron avec une inquiétude croissante. Robert Sinclair discutant du travail des enfants ne correspondait pas à l'homme froid et calculateur qu'elle connaissait. « Monsieur, ce serait terrible. Les enfants de cet âge devraient être à l'école, jouer, être protégés par des adultes, pas assumer des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Et si cet enfant vivait dans un refuge avec une mère malade ? Il existe des programmes sociaux, des organisations caritatives, des systèmes de soutien pour de telles situations, répondit Margaret, la voix douce. Aucun enfant ne devrait avoir à porter ce fardeau seul. Robert hocha lentement la tête, assimilant l'information. Il passa le reste de la matinée à essayer de se concentrer sur son travail, mais ses pensées étaient constamment interrompues par des visions de Sophia. À 11h, Marcus apporta les rapports de sécurité qu'il avait demandés. Les caméras extérieures montraient une petite silhouette observant le bâtiment sous différents angles pendant 3 jours consécutifs. Sophia avait en effet étudié la routine du bâtiment, identifiant les schémas, attendant l'occasion parfaite. « Elle est persévérante, je dois lui reconnaître ça », commenta Marcus, montrant une image où Sophia était assise sur un banc dans le parc d'en face, observant clairement les allées et venues. 3 jours de suite, toujours vers la même heure. Robert regarda les images avec un mélange d'admiration et de tristesse. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir besoin de faire preuve d'un tel niveau de détermination désespérée. « Monsieur Sinclair, » dit Margaret depuis l'embrasure de la porte, « il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Sans rendez-vous, mais elle insiste sur le fait que c'est important. Robert leva les yeux, et son cœur s'accéléra. Serait-ce Sophia, de retour comme elle l'avait promis ? « Qui est-ce ? » demanda-t-il, essayant de garder sa voix stable. « Une femme. Elle dit s'appeler Maria Diaz et qu'elle doit vous parler de toute urgence de sa fille. » Le monde de Robert s'arrêta. La mère de Sophia était ici, et il avait le sentiment que sa vie était sur le point de changer de manière irrévocable. Maria Diaz était une femme qui avait dû être belle, mais qui portait maintenant le poids visible de bataille que personne ne devrait avoir à affronter seul. Ses cheveux bruns, de la même couleur que ceux de Sophia, étaient tirés en une simple queue de cheval, et ses vêtements, bien que propres et soignés, montraient des signes d'usure prolongée. Mais c'étaient ses yeux qui impressionnaient le plus Robert, des yeux qui brillaient d'un mélange de détermination maternelle et d'épuisement profond. «
Monsieur Sinclair, dit-elle, la voix ferme malgré sa nervosité visible, je m'excuse de vous déranger, mais je dois parler de ma fille, Sophia. Robert lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en face de son bureau, remarquant comment elle se déplaçait avec précaution, comme si chaque mouvement était calculé pour ne pas aggraver une douleur. S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous de l'eau ou du café? Non, merci, répondit Maria, se perchant sur le bord du fauteuil comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. Je suis venue parce que j'ai découvert que Sophia est venue hier vous faire une proposition. Robert observa la femme en face de lui, essayant de concilier l'image de la mère désespérée que Sophia avait décrite avec la personne digne et articulée assise dans son bureau. Elle m'a parlé du CV, dit Robert avec précaution. C'est une petite fille très déterminée. Les yeux de Maria s'emplirent de larmes qu'elle essaya rapidement de cacher. Monsieur Sinclair, je ne savais pas qu'elle avait fait ça. Si j'avais su, je l'en aurais empêché. Sophia n'est qu'une enfant, elle ne devrait pas chercher de travail. Je suis venu pour m'excuser et vous assurer que cela ne se reproduira pas. Comment a-t-elle su qu'il fallait faire un CV? Demanda Robert, sa curiosité sincère évidente dans sa voix. Maria soupira profondément, comme si elle rassemblait ses forces pour une confession douloureuse. La semaine dernière, elle a demandé à un homme dans la rue comment obtenir de l'argent pour aider quelqu'un de malade. Il a ri d'elle et lui a dit qu'il fallait un CV pour avoir un travail. Sophia l'a pris au sérieux et a demandé à Madame Anne, au refuge, de l'aider à l'écrire. La simplicité cruelle de la situation frappa Robert comme un coup. Un adulte s'était moqué de l'inquiétude sincère d'un enfant, et Sophia avait transformé cette moquerie en action concrète. « Maria, dit-il doucement, Sophia m'a dit que vous étiez malade. Est-ce grave ?» La femme hésita, débattant clairement en elle-même de ce qu'elle devait révéler à un étranger. « J'ai une maladie qui nécessite des médicaments coûteux. Je travaille quand je peux, comme femme de ménage, mais dernièrement... » Elle s'interrompit, ses mains tremblant légèrement. Sophia ne devrait pas s'inquiéter de ça. Elle n'est qu'une enfant. Où vivez-vous maintenant? Au refuge de Madame Carmen. C'est temporaire, juste le temps que j'économise assez d'argent pour louer à nouveau un logement à nous. Robert sentit un pincement de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une compassion sincère mêlée à une envie inexplicable d'agir. Maria, puis-je vous poser une question personnelle? Le père de Sophia? Il n'est plus dans nos vies depuis 3 ans, répondit-elle rapidement, clôturant le sujet. Nous ne sommes que toutes les deux maintenant. Le silence qui suivit était lourd de tension. Robert voyait Maria lutter entre la fierté et le désespoir, essayant de maintenir sa dignité tout en faisant face à des circonstances impossibles. Monsieur Sinclair, dit-elle enfin, je suis aussi venu pour vous demander, si Sophia revient, de lui expliquer s'il vous plaît que les enfants ne travaillent pas, qu'elle devrait se concentrer sur le fait d'être une enfant tant qu'elle le peut. Je trouverai une solution à nos problèmes. La dignité dans la voix de Maria, même face à l'adversité, toucha quelque chose de profond dans le cœur de Robert. Voici une mère essayant de protéger l'innocence de sa fille tout en luttant seule contre des forces écrasantes. Et s'il y avait un moyen d'aider, demanda-t-il doucement, sans compromettre votre dignité? Maria le regarda avec méfiance. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, les hommes comme vous vivent dans un monde très différent du nôtre. Je ne connais pas vos intentions, mais je ne peux pas me permettre de faire confiance à des promesses qui pourraient ne pas être tenues. Sophia a déjà subi trop de déceptions. La franchise de Maria fut comme une gifle en plein visage pour Robert. Elle avait raison. Il vivait dans une bulle de privilèges, isolé des réalités que des gens comme elle affrontaient quotidiennement. « Vous travailliez avant de tomber malade ?» demanda-t-il, changeant de tactique. « J'étais infirmière. J'ai travaillé à l'hôpital Saint-Luc pendant 8 ans, avant que ma maladie ne s'aggrave. » L'hôpital Saint-Luc. Le nom frappa Robert comme un coup de tonnerre. C'était le même hôpital où Émilie avait été soignée. Se pourrait-il? À quelle période? Demanda-t-il, sa voix plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. De 2015 à 2023. Pourquoi demandez-vous? Robert sentit le monde tourner autour de lui. Maria avait travaillé à l'hôpital pendant la période exacte où Émilie avait été patiente. Le silence dans le bureau devint presque suffocant. Robert fixait Maria avec une intensité qui la fit se tortiller mal à l'aise sur sa chaise. 2015 à 2023. Émilie était décédée en 2018, après 2 ans de traitement à l'hôpital Saint-Luc. Monsieur Sinclair, demanda Maria, inquiète de la pâleur soudaine qui envahit son visage. Est-ce que ça va? Robert dut s'appuyer sur le bureau pour garder son équilibre.
Les souvenirs qu'il avait si profondément enfouis commencèrent à ressurgir comme des fantômes furieux. Émilie dans les couloirs de l'hôpital, petite et fragile dans le lit blanc, les infirmières aimables qui s'occupaient d'elle avec tant d'affection. Est-ce que vous vous souvenez d'une petite fille nommée Émilie Sinclair ? Demanda-t-il, sa voix à murmure. Les yeux de Maria s'écarquillèrent de reconnaissance et de surprise. Elle porta la main à sa bouche, comme pour retenir des mots qui allaient s'échapper. Émilie, murmura-t-elle. La fille de l'oncologie pédiatrique. Cheveux blonds, yeux bleus. Elle adorait dessiner des papillons. Robert eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Ses jambes tremblèrent et il dut s'asseoir lourdement dans son fauteuil de direction. C'était votre fille, dit Maria, non pas comme une question, mais comme la confirmation d'une vérité douloureuse. Je me souviens de vous maintenant. Toujours dans le couloir, toujours au téléphone, toujours en train de travailler, compléta Robert amèrement. Toujours à penser que si je concluais une affaire de plus, si je gagnais 1 million de plus, je pourrais d'une manière ou d'une autre lui acheter plus de temps. Les larmes que Robert avait retenues pendant des années commencèrent enfin à couler. Le voilà, l'homme qui intimidait les conseils d'administration et faisait trembler les PDG, en train de pleurer devant une femme qu'il connaissait à peine. Monsieur Sinclair, dit doucement Maria, sa voix remplie d'une compassion profonde qui venait de l'expérience de celle qui connaissait la douleur. Je me souviens qu'Émilie parlait de son papa. Elle disait que vous travailliez pour gagner assez d'argent pour qu'elle guérisse. Et je n'ai pas pu, dit Robert, la voix brisée. J'ai dépensé des millions en traitements expérimentaux, pour les meilleurs médecins du monde, et je n'ai pas pu la sauver. Elle savait que vous l'aimiez, répondit doucement Maria. Les enfants savent ces choses, même quand les adultes ont du mal à le montrer. Robert leva les yeux vers Maria, la voyant vraiment pour la première fois. Non plus comme la mère désespérée d'un enfant intrusif, mais comme quelqu'un qui avait été témoin des pires moments de sa vie, quelqu'un qui avait pris soin de sa fille quand il était trop occupé à essayer de la sauver d'une autre manière. Vous vous êtes occupé d'elle, dit-il, non pas comme une question, mais comme une reconnaissance. Je travaillais de nuit, confirma Maria. Émilie avait du mal à dormir, alors je m'asseyais avec elle, je lui racontais des histoires, je l'aidais avec ses dessins. C'était une petite fille spéciale. Elle l'était, acquiesça Robert, la voix à peine audible. Elle aurait l'âge de Sophia maintenant. Le parallèle les frappa tous les deux comme un éclair. Un enfant perdu, un autre enfant en danger. Une infirmière qui avait soigné la première, ayant maintenant désespérément besoin de soins pour la seconde. Ce n'est pas une coïncidence, murmura Robert. Sophia venant à moi, vous ayant soigné Émilie, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Maria fixa ses mains un long moment avant de répondre. Monsieur Sinclair, je ne crois pas aux coïncidences quand il s'agit d'enfants qui ont besoin d'aide. Mais je ne peux pas non plus accepter la charité basée sur la culpabilité ou des souvenirs douloureux. Ce n'est pas de la charité, dit Robert, sa voix reprenant de la force pour la première fois de la conversation. C'est de la reconnaissance. Vous avez pris soin d'Émilie quand je ne savais pas comment faire. Laissez-moi prendre soin de Sophia maintenant. En prendre soin comment ? Demanda Maria, sa méfiance naturelle luttant contre l'espoir qui commençait à poindre dans ses yeux. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Combien d'Émilie se battaient dans les hôpitaux en ce moment ? Combien de Sophia assumaient des responsabilités qui ne devraient pas être les leurs ? D'abord, nous allons régler votre situation médicale, dit-il en se retournant vers elle. De quels médicaments avez-vous besoin ? Quel nom ? Monsieur Sinclair ? Ensuite, nous nous assurons que Sophia retourne à l'école. Une enfant de 6 ans ne devrait pas penser à travailler. S'il vous plaît, arrêtez, dit Maria en se levant à son tour. Je ne peux pas. Je ne peux pas simplement accepter ça. Pourquoi pas ? Parce que quand les gens comme vous se lassent d'aider les gens comme nous, les conséquences sont dévastatrices. Sophia a déjà tant perdu. Je ne peux pas la laisser s'attacher à des espoirs qui pourraient disparaître. L'honnêteté brutale de Maria frappa durement Robert. Elle avait raison. Il vivait dans un monde où les décisions impulsives pouvaient être annulées sans réelles conséquences pour lui. Mais pour elle, chaque espoir déçu était une blessure profonde. « Et si je vous garantis que ça n'arrivera pas ?» demanda-t-il. Comment ? Le défia Maria. Comment un homme comme vous peut-il garantir quelque chose comme ça à des gens comme nous ? Robert réalisa qu'il était à un point de non-retour. Sa prochaine décision définirait non seulement l'avenir de Sophia et Maria, mais aussi sa propre rédemption.
Robert se dirigea vers son bureau et ouvrit le tiroir où il gardait ses documents personnels. Il en sortit un petit cadre en argent qui était resté caché pendant des années. Une photo d'Émilie, souriant dans un lit d'hôpital, tenant un dessin de papillon coloré. Ses mains tremblèrent légèrement en le montrant à Maria. « C'est la dernière photo que j'ai prise d'elle, » dit-il, la voix lourde d'une émotion contenue. 3 jours avant qu'elle ne parte. Elle avait dessiné ces papillons parce qu'elle disait qu'ils représentaient la transformation, qu'un jour elle se transformerait en quelque chose de libre et de beau. Maria regarda la photo et ses larmes coulèrent enfin. Elle se souvint de ce jour, de ce dessin, de cette conversation sur les papillons. Elle m'a dit qu'elle voulait donner ce dessin à son papa, mais qu'il était toujours trop occupé, murmura Maria. Je lui ai dit que les parents montrent parfois leur amour de différentes manières, même quand ils ne peuvent pas être présents. Robert ferma les yeux, la douleur de la perte se mêlant à la culpabilité qu'il portait depuis des années. J'étais occupé à essayer de la sauver de la seule manière que je connaissais. Avec de l'argent, des relations, du pouvoir. Mais j'ai oublié d'être simplement présent. J'ai oublié d'être un père. Il reposa la photo dans le tiroir et prit son téléphone portable, composant un numéro qu'il connaissait par cœur. Dr Hamilton ? Robert Sinclair. J'ai besoin que vous voyiez une patiente pour moi ? Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un de très important. Serait-ce possible cet après-midi ? Excellent. Maria observait, déchirée entre l'espoir et la peur. Monsieur Sinclair, je ne peux pas me permettre une consultation privée avec le docteur Hamilton. C'est l'un des médecins les plus chers de la ville. Vous ne payez rien, répondit Robert, composant déjà un autre numéro. Margaret, j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour aujourd'hui. J'ai quelque chose de plus important à faire. Pour la première fois en 15 ans de collaboration, Margaret resta sans voix. Robert Sinclair annulant des réunions pour quelque chose de plus important que les affaires, c'était comme voir le soleil se lever à l'ouest. Monsieur, vous êtes sûr ? La réunion du conseil ? Elle devra attendre, l'interrompit Robert. Certaines questions sont plus urgentes que les bénéfices trimestriels. Il raccrocha et se tourna vers Maria, qui le regardait avec un mélange d'incrédulité et de prudence. Maria, je vais vous faire une proposition. Pas de la charité, pas de la pitié, mais un accord équitable entre 2 adultes qui veulent ce qu'il y a de mieux pour Sophia. Quel genre d'accord ? Robert prit une profonde inspiration, sachant que sa prochaine décision changerait tout. Mon entreprise va vous embaucher comme consultante en responsabilité sociale. Vous comprenez les besoins des familles vulnérables mieux que n'importe quel rapport d'entreprise. Votre salaire couvrira vos traitements médicaux et donnera à Sophia l'éducation qu'elle mérite. Monsieur Sinclair ? Je n'ai pas fini, poursuivit-il, sa voix gagnant la fermeté des grandes affaires, mais avec une chaleur qui n'était pas là auparavant. De plus, nous allons créer un programme d'aide pour les familles dans des situations similaires à la vôtre. Vous coordonnerez ce programme. Maria resta silencieuse pendant de longues secondes, traitant l'offre. Pourquoi feriez-vous cela ? Demanda-t-elle finalement. Parce qu'Émilie m'a appris quelque chose que j'ai mis 5 ans à comprendre, répondit Robert, sa voix chargée d'une vérité douloureuse. L'argent n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé pour créer quelque chose qui a du sens. Et parce que Sophia a eu le courage de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Quoi ? Elle a demandé de l'aide quand elle en avait besoin. Je n'ai jamais su faire ça. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et une petite silhouette apparut à l'entrée. Sophia était là, dans la même robe simple que la veille, mais ses yeux brillaient d'attente. « Monsieur !» s'exclama-t-elle en courant vers le bureau. « Je suis venue voir si vous aviez décidé pour mon CV. » Elle s'arrêta brusquement en voyant sa mère, ses yeux s'écarquillant de surprise et d'un peu de peur. « Maman ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Robert les regarda toutes les deux, mère et fille réunies dans son bureau. 2 personnes qui avaient plus souffert qu'elles n'auraient dû, mais qui conservaient une dignité et un amour qu'il avait perdu des années auparavant. « Sophia, dit-il en s'agenouillant à sa hauteur, j'ai une proposition différente pour toi. »« Différente comment ?» demanda-t-elle en penchant la tête, curieuse. « Au lieu que tu travailles pour moi, que dirais-tu que je travaille pour toi ?» Sophia fronça les sourcils, confuse. « Je ne comprends pas, monsieur. » Robert sourit, et pour la première fois depuis des années, ce fut un sourire sincère et chaleureux. « Je vais travailler pour m'assurer que tu aies tout ce qu'une fillette de 6 ans devrait avoir, une bonne école, une maman en bonne santé, une maison sûre et du temps pour être une enfant. » Les yeux de Sophia s'emplirent de larmes de joie. « Vraiment, monsieur ?
Maman va aller mieux? Robert regarda Maria, qui hocha lentement la tête, s'autorisant enfin à y croire. Vraiment, Sophia. Mais en retour, tu dois me promettre une chose. Quoi? Que tu étudieras bien, que tu joueras beaucoup et que tu ne te soucieras plus jamais des choses d'adultes. Tu peux faire ça pour moi? Sophia lui sauta dans les bras, le serrant fort. Je le promets, monsieur. Je le promets. Et dans cette étreinte, Robert Sinclair trouva quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Un but qui allait bien au-delà de l'argent. Une semaine plus tard, Robert se retrouva dans un territoire complètement inconnu, le refuge de Madame Carmen. L'endroit était propre et organisé, mais les signes de ressources limitées étaient évidents dans chaque recoin. Des murs qui avaient besoin d'être repeints, des meubles réparés avec du ruban adhésif, des jouets peu nombreux et usés par l'usage de nombreux enfants. Monsieur Sinclair, dit Madame Carmen, une femme robuste d'une 60aine d'années aux yeux aimables mais fatigués, je n'aurais jamais pensé recevoir la visite d'un homme d'affaires comme vous dans notre humble refuge. Robert observa les enfants jouer dans la petite cour, leur rire résonnant entre les murs écaillés. Sophia était parmi eux, plus animée qu'il ne l'avait jamais vue, racontant à ses petits amis son monsieur spécial qui allait aider sa maman à guérir. Madame Carmen, combien de familles comme celle de Maria et Sophia passent par ici chaque année? Beaucoup, monsieur. Plus que nous ne voudrions l'admettre. Des mères célibataires qui perdent leur emploi à cause de la maladie, des familles expulsées pour ne pas pouvoir payer le loyer, des enfants qui deviennent orphelins. Ce sont des histoires déchirantes. Robert prit des notes mentales de tout ce qu'il voyait. Chaque besoin observé se transformait en une idée pour le programme qu'il développait avec Maria. « Et qu'est-ce qui manque d'autre ici » demanda-t-il. « Du temps » répondit Madame Carmen sans hésiter. Du temps pour accorder une attention individuelle à chaque enfant, du temps pour écouter leurs soucis, du temps pour leur apprendre des choses de base que les parents devraient enseigner mais ne peuvent pas, car ils luttent pour survivre. À ce moment, Sophia accourut vers eux, les yeux brillants de bonheur. « Monsieur Robert, Madame Carmen a dit que je pouvais vous montrer ma chambre. » La chambre que Sophia partageait avec 3 autres filles était spartiate, mais elle la montra avec fierté. Son lit était la couchette du bas, et à côté, soigneusement rangé dans une boîte à chaussures, se trouvaient ses trésors, quelques dessins, un animal en peluche usée et une photo d'elle avec sa mère. « Voici mon ours chocolat », dit-elle en montrant le jouet reprisé. « Et voici ma photo préférée avec maman, de son dernier anniversaire. » Robert prit la photo, observant Maria sourire malgré sa fragilité évidente. Même malade, elle avait tenu à célébrer, à créer un bon souvenir pour sa fille. « Sophia, bientôt vous aurez une maison à vous deux, » dit Robert. « Avec ta propre chambre, pleine de nouveaux livres et de jouets. »« Vraiment » demanda-t-elle, contenant à peine son excitation. « Vraiment. Mais en attendant, que dirais-tu que nous fassions quelques améliorations ici, pour tous les enfants ?» Dans les jours qui suivirent, Robert s'immergea dans un monde complètement différent de ce qu'il connaissait. Au lieu de feuilles de calcul financières, il étudiait des rapports sociaux. Au lieu de réunions dans des salles luxueuses, il visitait des écoles publiques et des centres de santé. Margaret reconnaissait à peine son patron, qui venait maintenant au bureau en parlant de programmes éducatifs et d'aide aux soins de santé. « Monsieur Sinclair, dit-elle un matin, vous avez un appel du conseil d'administration. Il s'inquiète de vos nouvelles priorités. » Robert soupira. Il savait que cette conversation finirait par arriver. Programmer une réunion pour cet après-midi, Margaret. Il est temps qu'ils comprennent que cette entreprise est plus que juste un générateur de profit. La réunion du conseil fut tendue. 5 hommes en costumes impeccables regardaient Robert comme s'il avait perdu la tête. « Robert, dit James Morrison, le membre le plus âgé du conseil, nous comprenons votre désir de contribuer socialement, mais consacrer les ressources de l'entreprise à un projet aussi personnel soulève des questions sur vos capacités de direction. » « Des questions comme quoi » demanda Robert, sa voix dangereusement calme. « Comme de savoir si vos décisions sont influencées par les émotions plutôt que par la logique commerciale, répondit Morrison. Les actionnaires sont nerveux. Robert se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Messieurs, dit-il en se retournant pour faire face au conseil, au cours des 5 dernières années, notre entreprise a réalisé un bénéfice de 2 milliards de dollars. Savez-vous combien de familles nous pourrions sortir de la pauvreté avec une fraction de ce montant ?» Robert, ce n'est pas... Laissez-moi finir, l'interrompit-il. Pendant des années, nous avons bâti cette entreprise sur l'idée que le succès ne se mesure qu'en chiffres.
Mais j'ai récemment découvert qu'il existe un type de richesse qui n'apparaît pas dans les bilans. Il regarda chacun des visages sceptiques autour de la table. Le programme de responsabilité sociale n'est pas un caprice. C'est un investissement dans l'avenir. Des enfants éduqués deviennent des adultes productifs. Des familles stables génèrent des communautés prospères. Et les entreprises qui investissent dans leur communauté construisent une loyauté et un respect qui ne peuvent être achetés. Et si cela tourne mal, demanda un autre membre du conseil. Si les coûts l'emportent sur les avantages? Robert sourit, se souvenant de l'étreinte de Sophia et du soulagement dans les yeux de Maria. Alors nous aurons échoué à quelque chose qui valait la peine d'être tenté, au lieu de réussir à quelque chose qui n'a pas d'importance. Ce soir-là, Robert rendit visite à Maria dans le petit appartement qu'il avait loué pour elle et Sophia pendant que les traitements médicaux étaient en cours. C'était simple, mais propre et accueillant. Un vrai foyer. « Comment s'est passé le rendez-vous aujourd'hui » demanda-t-il. « Mieux que je ne l'espérais » répondit Maria, un sourire sincère illuminant son visage. Le docteur Hamilton a dit qu'avec le traitement approprié, je pourrais retourner travailler normalement dans quelques mois. Sophia arriva en courant de la cuisine, portant un tablier immense pour elle. « Monsieur Robert, j'aide maman à faire le dîner. Je peux vous inviter à manger avec nous ?» Robert regarda autour de lui le petit appartement rempli d'amour, si différent de son manoir vide, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le désir sincère d'appartenir à une famille. Le dîner chez Maria fut une révélation pour Robert. Assis à la petite table de la cuisine, mangeant un repas simple préparé avec amour, il éprouva quelque chose que son manoir de 20 pièces ne lui avait jamais offert, la chaleur authentique d'un foyer. Sophia bavardait sur sa nouvelle école, ses yeux brillants tandis qu'elle parlait des amis qu'elle se faisait et des leçons qu'elle apprenait. « Monsieur Robert, dit-elle en balançant ses jambes sur sa chaise, aujourd'hui, j'ai appris que les papillons viennent des chenilles. Elles restent dans une chrysalide et puis elles sortent toutes différentes. Comme maman, qui devient plus forte chaque jour. » Le parallèle innocent fit sourire Robert, se souvenant des dessins d'Émilie. Les papillons semblaient être un thème récurrent dans sa vie, des symboles de transformation qu'il apprenait enfin à embrasser. « Et toi, Sophia, demanda-t-il, est-ce que tu te transformes aussi ? » « Je crois que oui, répondit-elle pensivement. « Avant, j'étais tout le temps inquiète. Maintenant, je peux redevenir une enfant. » Les mots de la fillette touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Robert. Une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à redevenir une enfant, elle aurait toujours dû avoir ce droit. Après le dîner, pendant que Sophia dessinait dans le salon, Robert et Maria discutèrent sur le petit balcon de l'appartement. « Comment te sens-tu avec tout ça » demanda-t-il. « J'ai peur, admit honnêtement Maria. Heureuse, mais effrayée. Il est difficile de croire que les bonnes choses peuvent durer quand on a passé tant de temps à s'attendre au pire. Je comprends ce sentiment, dit Robert. Après la mort d'Émilie, j'ai pensé que je ne pourrais plus jamais me permettre de tenir à quelqu'un. Et maintenant ? Robert regarda par la fenêtre, observant Sophia concentrée sur son dessin. Maintenant, je réalise que s'occuper des gens est la seule chose qui compte vraiment. Le lendemain matin, Robert arriva au bureau pour trouver Margaret visiblement inquiète. « Monsieur Sinclair, vous devez voir ça, dit-elle en lui tendant un journal. » Le titre le figea sur place, un magnate des affaires perd le nord. Robert Sinclair dépense des millions dans des projets douteux. L'article, clairement alimenté par des fuites de son propre conseil d'administration, brossait le portrait d'un homme qui avait perdu le contrôle après une obsession inexplicable pour une famille. L'article utilisait un terme vague mais sous-entendait qu'ils n'étaient pas des citoyens établis. Pire encore, il suggérait que ses décisions commerciales étaient compromises par une instabilité émotionnelle. Avant qu'il ne puisse pleinement traiter la trahison, son téléphone sonna. C'était Richard Chen, son associé depuis 15 ans. « Robert, il faut qu'on parle. D'urgence. » 1 heure plus tard, Richard était dans son bureau, mais la froideur dans ses yeux était sans équivoque. « Tu as vu le journal, dit Richard. Ce n'était pas une question. Oui. Et je suppose que tu as contribué à ce reportage d'investigation. Richard ne le nia pas. Robert, tu mets notre entreprise en péril. Les investisseurs sont nerveux, les clients posent des questions. Ton implication avec cette famille affecte notre crédibilité. Mon implication aide des gens qui en ont besoin. Et détruit notre réputation au passage, explosa Richard. Tu ne peux pas simplement décider que nous allons devenir une organisation caritative sans consulter les autres associés.
Robert se leva, se dirigeant vers la fenêtre. En bas, la ville pulsait de vie. Richard, en 15 ans de partenariat, m'as-tu déjà vu prendre une mauvaise décision commerciale? Non, alors fais-moi confiance maintenant. Ce programme n'est pas de la charité, c'est un investissement social avec un retour garanti. Quel genre de retour? Robert se tourna pour faire face à son associé. Le genre qui n'apparaît pas sur les feuilles de calcul, mais qui construit des héritages durables. Richard secoua la tête, frustré. Tu as changé, Robert. Et je ne suis pas sûr que ce soit pour le mieux. Tu as raison, admit Robert. J'ai changé. J'ai découvert qu'il y a plus dans la vie que d'accumuler de l'argent. Et si les autres investisseurs ne sont pas d'accord avec ta nouvelle philosophie? La question flotta dans l'air comme une menace voilée. Robert savait exactement ce que Richard insinuait. Un vote de défiance, une tentative de le démettre de la direction de l'entreprise qu'il avait bâtie. Alors nous aurons une conversation intéressante à la prochaine réunion du conseil, répondit calmement Robert. Après le départ de Richard, Robert resta seul avec ses pensées. Pour la première fois de sa carrière, il faisait face à la possibilité réelle de perdre le contrôle de l'entreprise qu'il avait bâtie. L'ironie ne lui échappait pas, juste au moment où il avait enfin trouvé un véritable but pour sa fortune, celle-ci était menacée. Son téléphone sonna. C'était Maria. Robert, j'ai vu le journal. Est-ce que ça va? L'inquiétude sincère dans sa voix le toucha profondément. Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un s'était soucié de son bien-être, et non de son argent ou de son pouvoir? Je fais face à quelques défis, admit-il. À cause de nous? Robert ferma les yeux. Il serait facile de mentir, de dire non. Mais Maria méritait l'honnêteté. En partie. Mais ne te sens pas coupable. C'est un combat que je dois mener. Et si tu perds? Alors je perdrai en me battant pour quelque chose en quoi je crois. Cette nuit-là, Robert ne rentra pas chez lui. Il se rendit à l'appartement de Maria et Sofia. Il les trouva dans le salon, Sofia faisant ses devoirs tandis que Maria préparait du matériel pour son nouveau rôle de coordinatrice du programme social. « Monsieur Robert !» s'exclama Sofia en courant pour le serrer dans ses bras. « Maman a dit que tu pourrais avoir des ennuis à cause de nous. » Robert s'agenouilla, regardant dans les yeux inquiets de la fillette. « Sofia, parfois, faire ce qui est juste apporte des défis. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de le faire. Tu vas continuer à nous aider ?» Robert regarda Maria, qui observait la scène, les larmes aux yeux. « Je vais faire bien plus que ça, promit-il. Je vais me battre pour créer un monde où aucun enfant n'aura à écrire un CV à 6 ans. » Mais même en faisant cette promesse, Robert savait que la bataille la plus difficile de sa vie ne faisait que commencer. La réunion du conseil fut convoquée pour un vendredi pluvieux, comme si le temps lui-même reflétait la tension dans l'air. Robert arriva au bâtiment de l'entreprise 1 heure en avance, arpentant les couloirs qu'il connaissait si bien, se demandant s'il les reconnaîtrait encore comme son foyer professionnel à la fin de la journée. Margaret l'accueillit avec une enveloppe scellée. « Ceci est arrivé ce matin, Monsieur Sinclair. Livraison express. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre manuscrite sur du papier avec des dessins colorés sur les bords. L'écriture était enfantine mais soignée. « Cher Monsieur Robert, maman a dit que des méchants disent des choses méchantes sur vous parce que vous nous aidez. Je veux que vous sachiez que vous êtes l'homme le plus gentil que je connaisse. Si vous perdez votre grand travail, vous pourrez travailler avec moi. Je partagerai mon déjeuner de l'école avec vous tous les jours. Avec amour, Sofia. PS, j'ai dessiné des papillons pour que vous vous souveniez que les gens peuvent changer et devenir plus beaux. » Robert dut s'asseoir pour ne pas tomber. Un enfant de 6 ans lui proposant de partager son déjeuner d'école avec un millionnaire qui risquait de tout perdre. La pureté de ce geste le fit pleurer à nouveau, chose qui devenait de plus en plus courante depuis que Sofia était entrée dans sa vie. À 15 heures, les 5 membres du conseil étaient réunis dans la salle de conférence. L'atmosphère était glaciale, Richard évitant le regard de Robert et les autres maintenant des expressions soigneusement neutres. « Messieurs, » commença James Morrison, « nous sommes ici pour discuter des récents changements dans la direction de cette entreprise. » « Des changements ?» demanda Robert, « ou une tentative de coup d'État. » « Robert, » dit Morrison avec une fausse patience, « vos décisions récentes soulèvent des questions légitimes sur votre capacité à diriger cette organisation de manière responsable. » « Quelles décisions, spécifiquement ?» Richard se pencha en avant. «
Allouer des ressources de l'entreprise à des projets personnels, annuler des réunions importantes pour visiter des refuges, embaucher des employés sur la base de la sentimentalité plutôt que des qualifications. Maria Diaz a 8 ans d'expérience en tant qu'infirmière et une connaissance approfondie des besoins sociaux de la communauté, répondit calmement Robert. Ses qualifications sont impeccables. Mais son embauche a été motivée par votre relation personnelle avec sa fille, insista Richard. Robert se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui offrait une vue panoramique sur la ville. « Savez-vous quelle a été ma plus grande erreur au cours des 15 dernières années » demanda-t-il. Croire que le succès en affaires signifiait m'isoler de l'humanité qui m'entourait. J'ai bâti un empire, mais j'ai perdu mon âme dans le processus. Il se tourna pour faire face au conseil. Sofia Diaz, une enfant de 6 ans, m'a appris plus sur le courage et la détermination en 15 minutes que je n'en ai appris en des décennies de réunions d'entreprise. Elle m'a montré que le vrai succès ne se mesure pas en dollars accumulés, mais en vies transformées. Philosophie touchante, dit sèchement Morrison. Mais les actionnaires n'investissent pas dans les sentiments. Vous vous trompez, rétorqua Robert. Les entreprises avec une véritable responsabilité sociale surpassent systématiquement celles qui se concentrent uniquement sur le profit. Il y a des études qui le prouvent. Et il y a des études qui montrent que les PDG émotionnellement instables détruisent la valeur pour les actionnaires, contra Richard. Le silence qui suivit était lourd de tension. Robert savait qu'il était arrivé au moment de vérité. Très bien, dit-il calmement. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Je propose un vote. Quel genre de vote ? Demanda Morrison. Vous votez pour savoir si vous voulez ma démission immédiate, ou si vous me donnez 6 mois pour prouver que le programme de responsabilité sociale peut augmenter à la fois la valeur de l'entreprise et son impact positif sur la communauté. Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux. Ils ne s'attendaient pas à ce que Robert prenne l'initiative. « Et si nous votons pour votre démission » demanda l'un des plus jeunes membres. « Alors je pars aujourd'hui, en portant ma participation de 40% dans l'entreprise avec moi » répondit Robert. Vous pourrez continuer à vous concentrer exclusivement sur les profits. Et si nous votons pour les 6 mois ? Robert sourit pour la première fois de la réunion. Alors préparez-vous à voir cette entreprise devenir un leader non seulement en résultats financiers, mais aussi en impact social. Et si j'échoue, je démissionnerai sans contester. Le vote fut serré. 2 voix pour la démission immédiate, 2 pour les 6 mois. Et Morrison, en tant qu'arbitre. L'homme resta silencieux pendant de longues minutes, pesant clairement les implications politiques et financières de sa décision. 6 mois, dit-il finalement. Mais avec des conditions de suivi strictes. Robert hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Il avait gagné du temps, mais maintenant il devait prouver que sa nouvelle philosophie pouvait fonctionner dans le monde réel des affaires. Ce soir-là, il rendit visite à Maria et Sofia avec des nouvelles mitigées. « J'ai 6 mois pour prouver que j'ai raison », expliqua-t-il. « Mais si j'échoue ?»« Tu n'échoueras pas », l'interrompit Maria avec conviction. « Parce que tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi. » Sofia, qui avait entendu la conversation depuis la cuisine, apparut avec 2 verres de jus. « Oncle Robert, j'ai apporté du jus pour fêter ça. »« Fêter quoi, ma petite ?»« Que tu n'aies pas renoncé à nous, » répondit-elle simplement. Comme je n'ai pas renoncé quand je suis venu à ton bureau. Robert prit Sofia dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Il ne se battait pas seulement pour son entreprise, ni même pour cette famille spécifique. Il se battait pour la possibilité que le monde des affaires puisse avoir une âme. « Sofia, dit-il, merci de m'avoir appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Et merci de m'avoir appris que les adultes aussi peuvent changer, répondit-elle en le serrant fort. Alors qu'il la tenait, Robert sut que, quoi qu'il arrive dans les 6 prochains mois, il avait déjà gagné quelque chose de plus précieux que tous les bénéfices qu'il avait accumulés, une vraie famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis la réunion du conseil, et Robert s'était plongé corps et âme dans la transformation de son entreprise. Le programme de responsabilité sociale, coordonné par Maria, montrait des résultats impressionnants, 15 familles sorties de la précarité, 80 enfants de retour à l'école, et des partenariats avec des hôpitaux publics qui avaient déjà bénéficié à des centaines de personnes. Les chiffres financiers étaient également encourageants. Le changement d'image de l'entreprise avait attiré de nouveaux investisseurs socialement conscients, et les contrats avec des organisations qui privilégiaient la responsabilité d'entreprise commençaient à apparaître. Robert sentait qu'il était sur la bonne voie.
C'est un mardi pluvieux que tout s'effondra. Margaret entra dans son bureau, le visage pâle, tenant une enveloppe unie. Monsieur Sinclair, ceci a été laissé à la réception pour vous. La personne n'a pas voulu s'identifier. Robert ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une lettre manuscrite dans l'écriture soignée qu'il avait appris à reconnaître. Cher Robert, quand tu liras cette lettre, Sophia et moi serons partis. S'il te plaît, n'essaie pas de nous retrouver. Je sais que tes intentions sont sincères, mais je ne peux plus te voir sacrifier tout ce que tu as construit pour nous. La pression que tu subis, les attaques dans la presse, la résistance dans ton entreprise, tout cela est à cause de nous. Sophia ne comprend pas pourquoi nous partons. Elle pleure, demandant après oncle Robert tous les jours. Mentir à ma fille est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je ne peux pas la laisser s'attacher à une situation qui pourrait prendre fin à tout moment. Tu nous as donné quelque chose de merveilleux, l'espoir. Mais l'espoir devient cruel lorsqu'il ne peut être entretenu. Je préfère partir maintenant, avec une Sophia qui croit encore aux fins heureuses, plutôt que d'attendre que les circonstances nous forcent à partir. Utilise l'argent que tu aurais dépensé pour nous pour aider d'autres familles. Il y a beaucoup de Sophia dehors qui ont besoin de toi. Merci de nous avoir montré qu'il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Avec amour et gratitude, Maria Diaz. PS, Sophia a laissé quelque chose pour toi. C'est au refuge de Madame Carmen. Main tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir la lettre. Maria et Sophia étaient partis. Et la douleur de la perte était aussi intense que celle qu'il avait ressentie à la mort d'Émilie. Il annula toutes ses réunions de la journée et se rendit immédiatement au refuge. Madame Carmen le reçut avec des yeux rougis par les larmes. Monsieur Sinclair, elles sont parties à l'aube. Maria a dit que c'était pour le mieux, qu'elle ne voulait pas être un fardeau pour personne. A-t-elle laissé un indice sur l'endroit où elles sont allées? Non, monsieur. Mais elle a laissé ça pour vous. Madame Carmen lui tendit un papier plié. C'était un dessin de Sophia, une famille de papillons volant ensemble, avec une note écrite en grosses lettres maladroites. Oncle Robert, les papillons doivent parfois s'envoler vers des endroits lointains, mais ils se souviennent toujours de qui les a aidés à voler. Merci de m'avoir appris que je peux être une enfant. Je t'aime. Robert dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La simplicité dévastatrice du message de Sophia le détruisit complètement. Un enfant de 6 ans essayant de le consoler, même au milieu de sa propre souffrance. Madame Carmen, est-ce qu'elles vont bien? Ont-elles de l'argent, un endroit où rester? Maria a dit qu'elle avait économisé assez sur le salaire que vous lui avez versé pour subvenir à leurs besoins pendant quelques mois. Mais après ça? La femme secoua tristement la tête. Robert passa les jours suivants dans une recherche désespérée. Il engagea des détectives privés, vérifia les registres des hôtels et des auberges, alerta les hôpitaux de plusieurs villes. Mais Maria avait disparu avec Sophia comme si elle n'avait jamais existé. Leur absence devint une douleur physique. Robert découvrit à quel point il s'était habitué aux visites de Sophia, à ses dessins colorés, à ses questions innocentes sur les papillons et les transformations. Son manoir, déjà vide, lui semblait maintenant un mausolée. Au bureau, sa productivité chuta. Margaret le trouvait souvent en train de regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Les membres du conseil commencèrent à murmurer à nouveau sur son instabilité émotionnelle. Richard apparut dans son bureau un vendredi après-midi. « Robert, je dois être franc avec toi. Ton obsession pour cette famille disparue affecte toute l'entreprise. Les investisseurs sont inquiets, les employés sont peu sûrs. »« Elles n'ont pas disparu, » corrigea Robert, la voix tendue. « Elles se sont enfuies parce qu'elles pensaient me faire du mal. »« Et n'est-ce pas le cas ?» La question flotta dans l'air comme une accusation. « Que veux-tu, Richard ? » ?»« Je veux que tu choisisses. L'entreprise ou cette recherche désespérée de personnes qui ne veulent clairement pas être retrouvées. » Robert fixa son associé pendant de longues secondes. « Et si je l'ai choisi ? Alors tu es seul. Le conseil votera pour ton éviction la semaine prochaine. » Par la fenêtre, il pouvait voir des enfants jouer dans le parc en face du bâtiment. L'une d'elles, une petite fille aux cheveux bruns, le fit sursauter de sa chaise pendant un instant d'espoir. Mais ce n'était pas Sophia. Cette nuit-là, il prit une décision qui allait tout changer. Si Maria croyait qu'il sacrifiait trop pour elle, alors il lui prouverait le contraire. Il prouverait que certaines choses étaient plus importantes que l'argent ou le pouvoir. Robert Sinclair était sur le point de faire le pari le plus risqué de sa vie, un pari où le prix n'était pas le profit, mais la chance de ramener les deux personnes qui étaient devenues sa véritable famille. Mais d'abord,
il devait les trouver. Et pour cela, il était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait construit. Robert ne dormit pas pendant 3 nuits consécutives. Le lundi matin, il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Quand il arriva dans la salle de conférence, il trouva non seulement les 5 membres du conseil, mais aussi des avocats et des auditeurs, une indication claire que la décision de l'évincer avait déjà été prise. « Messieurs, dit Robert, la voix étonnamment calme pour quelqu'un qui était sur le point de tout perdre. Je suis venu vous faire une proposition. » Robert, l'interrompit Morrison, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, vous devez savoir que nous avons déjà décidé. Je veux vendre ma participation dans l'entreprise, dit Robert, le coupant net. Le silence qui suivit fut absolu. Richard cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Vendre ? Demanda-t-il. 40% de l'entreprise ? Pourquoi ? Robert s'assit calmement, comme s'il discutait de la météo. Parce que j'ai découvert qu'il y a des investissements plus importants que le retour financier. Il posa un dossier sur la table. Voici ma proposition. Je vends ma participation pour 800 millions de dollars, 15% en dessous de la valeur du marché. L'argent sera utilisé pour créer un fonds d'aide sociale permanent, et je démissionne de tous mes postes de direction. Les avocats se mirent à chuchoter entre eux, mais Richard fixait Robert avec un mélange de choc et d'admiration. « Tu es sérieux ? 800 millions ? Tout à fait sérieux. Mais il y a une condition. » Laquelle ? Le programme de responsabilité sociale continue, avec Maria Diaz comme coordinatrice, quand elle reviendra. Morrison fronça les sourcils. « Si elle revient. Vous ne savez même pas où elle est. » Elle reviendra, dit Robert avec une conviction qui le surprit lui-même. Parce que je vais lui montrer que certaines promesses sont tenues, quel qu'en soit le coût. La réunion dura 4 heures. Les avocats vérifièrent les documents, les auditeurs confirmèrent les chiffres, et à la fin, Robert Sinclair n'était plus le PDG de l'entreprise qu'il avait bâtie. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait complètement libre. Avec l'argent de la vente, Robert créa la fondation Sophia Diaz, un nom qu'il choisit avec soin. La fondation achèterait et rénoverait le refuge de Madame Carmen, créerait des écoles gratuites dans les communautés défavorisées et offrirait une assistance médicale complète aux familles vulnérables. Madame Carmen, dit-il une semaine plus tard en lui présentant les documents qui faisaient d'elle la directrice à vie du nouveau refuge, cet endroit appartient désormais aux enfants qui en ont besoin. La femme robuste pleura ouvertement. Monsieur Sinclair, c'est trop généreux. Mais pourquoi la fondation Sophia Diaz ? Parce qu'une fillette de 6 ans m'a appris que le vrai courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, mais de faire ce qui est juste, même quand on l'a. La nouvelle de la vente et de la création de la fondation se répandit rapidement. Les journaux qui critiquaient autrefois Robert le dépeignaient maintenant comme un visionnaire de la responsabilité sociale. Mais il se moquait de l'opinion publique. Il ne se souciait que d'une chose, retrouver Maria et Sophia. C'est Margaret qui apporta la première piste sérieuse. Monsieur Sinclair, l'une des écoles que la fondation va soutenir a signalé une nouvelle inscription. Une fillette de 6 ans nommée Sophia Santos. Le cœur de Robert s'arrêta. Santos. Maria avait changé leur nom de famille. Où ça ? Hope City. À 200 km d'ici. Mais, monsieur, ça pourrait être une autre Sophia ? Robert attrapait déjà ses clés de voiture. Hope City était petite et pauvre, le genre d'endroit où quelqu'un pouvait disparaître sans laisser de traces. Robert trouva facilement l'école, un simple bâtiment avec des affiches colorées aux fenêtres. À travers la fenêtre de la classe, il la vit. Sophia était assise au premier rang, concentrée sur un dessin. Même de dos, Robert reconnaîtrait ses cheveux bruns n'importe où. Son cœur battait si fort qu'il dut s'appuyer contre le mur. L'enseignante remarqua sa présence et sortit pour lui parler. « Puis-je vous aider ? Je suis un ami de la famille de Sophia Santos. Puis-je lui parler ?» L'enseignante hésita. Sa mère a dit que des gens pourraient venir demander après elle. Elle a dit de ne pas autoriser le contact avec des étrangers. « S'il vous plaît, dit Robert, la voix nouée par l'émotion. Dites-lui simplement qu'oncle Robert est là. Si elle ne veut pas me voir, je partirai. » Quelques minutes plus tard, Robert entendit une voix qu'il avait désespérément attendu de réentendre. « Oncle Robert !» Sophia courut vers lui comme un petit missile déterminé, lui sautant dans les bras avec une telle force qu'elle faillit le renverser. « Oncle Robert, je savais que tu nous trouverais. J'ai dit à maman que tu n'abandonnerais pas. »
Robert serra Sophia comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, des larmes coulant librement sur son visage. Sophia, ma petite, tu m'as tellement manqué. Tu as manqué à maman aussi, murmura Sophia à son oreille. Elle pleure la nuit et elle pense que je ne la vois pas. Où est-elle? Au travail. Elle nettoie des maisons ici en ville. Mais, oncle Robert, pourquoi a-t-on dû partir? Je n'ai pas compris. Robert s'agenouilla à la hauteur de Sophia, la regardant dans les yeux qui lui avaient tant manqué. Parce que ta maman est une personne très courageuse qui ne voulait pas que je sois triste à cause de vous. Mais elle n'a pas compris quelque chose d'important. Quoi? Que parfois, on a besoin d'être un peu triste pour atteindre un bonheur beaucoup plus grand. Sophia fronça les sourcils, essayant de comprendre. Et tu l'as atteint? Robert sourit, le premier sourire sincère depuis des semaines. Je suis sur le point de le faire. Si ta maman me le permet. Cet après-midi-là, lorsque Maria rentra du travail dans la petite maison qu'elles avaient louée, elle trouva Sophia en train de dessiner à la table de la cuisine, plus animée qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Maman !» s'écria Sophia. « J'ai une surprise pour toi. » C'est alors que Maria vit Robert, assis sur le canapé du salon, tenant un morceau de papier froissé, le CV original de Sophia, qu'il avait gardé comme un trésor pendant tous ces mois. Maria s'arrêta dans l'embrasure de la porte, son expression passant rapidement du choc à la confusion, puis à un mélange de joie et de peur. Robert se leva lentement, tenant toujours le CV de Sophia, ses mains tremblant légèrement. « Maria, dit-il doucement, je ne suis pas venu pour te presser de revenir. Je suis venu te montrer quelque chose. »« Maman !» cria Sophia en courant pour serrer Maria dans ses bras. « Oncle Robert m'a trouvé. Je t'avais dit qu'il était malin. » Maria serra sa fille dans ses bras, mais ne quitta pas Robert des yeux. « Comment nous as-tu trouvés? » La fondation Sophia Diaz soutient l'école de Sophia. Quand j'ai vu son nom sur la liste des élèves, la fondation Sophia Diaz, l'interrompit Maria, confuse. Robert sourit doucement. « S'il te plaît, assieds-toi. J'ai beaucoup de choses à te raconter. » Au cours des 20 minutes suivantes, Robert expliqua tout, la vente de sa participation dans l'entreprise, la création de la fondation, la rénovation du refuge de Madame Carmen, les écoles en construction, le programme médical mis en place. « Tu as vendu ton entreprise ?» demanda Maria, incrédule. « 40%. Assez pour financer la fondation pendant des décennies. »« Mais pourquoi? Tu as perdu tout ce que tu avais construit. » « Non, » l'interrompit Robert en regardant Sophia qui dessinait tranquillement par terre. « J'ai trouvé tout ce qui compte vraiment. » Maria s'assit lourdement sur sa chaise, essayant de traiter l'information. « Robert, tu n'avais pas à faire ça. Pas pour nous. Ce n'était pas seulement pour vous, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. C'était pour toutes les familles qui traversent ce que vous avez traversé. C'était pour moi aussi. J'ai découvert que bâtir un empire financier ne signifie rien si l'on n'a pas de famille avec qui partager ses réussites. »« Une famille ?» répéta Maria, la voix à peine audible. « Maria, je sais que j'en demande beaucoup. Que tu as toutes les raisons de douter de mes intentions après tout ce qui s'est passé. Mais je veux que tu saches que mon engagement envers vous deux ne dépend plus de l'argent ou du statut social. Il ne dépend que de l'amour que je ressens pour vous deux. » Les yeux de Maria s'emplirent de larmes. « Robert, tu ne comprends pas. Je ne me suis pas enfui seulement à cause de ton entreprise. Je me suis enfui parce que je m'attachais trop à toi. Et Sophia aussi. Et je ne pouvais pas me permettre de rêver à quelque chose qui pourrait ne pas être réel. Pourquoi ne serait-ce pas réel? Parce que les hommes comme toi ne tombent pas amoureux des femmes comme moi. Parce que les hommes riches n'adoptent pas des familles pauvres. Parce que les fins heureuses arrivent dans les contes de fées, pas dans la vraie vie. » Robert s'agenouilla devant la chaise de Maria, lui prenant doucement les mains. « Maria, regarde-moi. Au cours des derniers mois, vous m'avez appris plus sur l'amour, le courage et l'espoir que je n'en ai appris en 52 ans de vie. Sophia m'a montré que demander de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. Et tu m'as montré que la dignité et la force peuvent coexister avec la vulnérabilité. Laisse-moi finir, dit-il doucement. Je ne propose pas la charité ni ne fais une faveur. Je demande une chance de faire partie de votre famille. Pas comme un bienfaiteur, mais comme quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. » Sophia, qui avait écouté la conversation tout en dessinant, s'approcha d'eux. « Maman, est-ce qu'oncle Robert peut être notre vrai papa? J'ai dessiné notre famille, dit-elle en montrant un dessin où 3 silhouettes se tenant la main souriaient sous un ciel plein de papillons. Maria regarda le dessin, puis Robert, puis sa fille.
Les 3 personnes qu'elle aimait le plus au monde étaient là, dans son petit salon, lui offrant quelque chose dont elle n'avait pas osé rêver, une famille complète. « Sophia, dit-elle, la voix étranglée par l'émotion, voudrais-tu qu'oncle Robert habite avec nous pour toujours ?» Les yeux de Sophia s'illuminèrent. Robert regarda Maria, attendant sa réponse. « Pour toujours », confirma Maria, s'autorisant enfin à y croire. Sophia poussa un cri de joie et sauta dans les bras de Robert, qui serra également Maria, formant un cercle d'amour qui semblait incassable. « Mais Robert, dit Maria, toujours blottie dans l'étreinte, es-tu sûr? Ta vie va complètement changer. »« Ma vie a déjà complètement changé, répondit-il. Le jour où une petite fille courageuse est entrée dans mon bureau avec un CV manuscrit et m'a appris que le vrai succès se mesure en sourires, pas en dollars. Et si les gens disent que tu as tout perdu? » Robert sourit en regardant la petite maison qui serait désormais son foyer. « Alors ils n'ont pas compris que j'ai tout gagné. » Cette nuit-là, pendant que Sophia dormait paisiblement dans sa chambre, Robert et Maria s'assirent sur le porche, planifiant leur avenir. « La fondation aidera beaucoup de familles, dit Maria. Mais comment ça va fonctionner en pratique? Tu coordonneras tout. Tu connais les vrais besoins des gens mieux que n'importe quel consultant. Et j'apprendrai de toi comment faire une vraie différence. Et nous? Quelle sera notre vie ensemble? » Robert prit la main de Maria, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Elle sera réelle, Maria. Pas un conte de fées, mais quelque chose de mieux. Une histoire d'amour bâtie sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'engagement de créer un monde meilleur pour Sophia et pour tous les enfants qui ont besoin d'espoir. » Maria posa sa tête sur l'épaule de Robert, s'autorisant enfin à croire que certaines histoires peuvent vraiment avoir une fin heureuse. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? De ne pas avoir renoncé à nous. Même quand nous avions renoncé à nous-mêmes. » Robert lui embrassa les cheveux doucement. « Nous ne renoncerons plus jamais. Nous sommes une famille maintenant. Et les familles ne renoncent pas les unes aux autres. » Par la fenêtre de la chambre de Sophia, il pouvait voir la petite fille dormir paisiblement, serrant son ours chocolat. À côté de son lit, le CV original était encadré sur le mur, comme un rappel que parfois, les miracles se déguisent en demande d'aide. 6 mois plus tard, Robert se réveilla au son des rires venant de la cuisine. C'était un samedi matin, et il avait appris que les samedis dans sa nouvelle vie étaient complètement différents des samedis de sa vie précédente. Au lieu de rapports financiers et d'appels internationaux, il y avait des crêpes brûlées, des dessins colorés et des conversations sur les papillons. « Bonjour la famille », dit-il en entrant dans la cuisine pour trouver Sophia debout sur une chaise, essayant d'aider Maria à préparer le petit déjeuner. « Papa Robert !» s'exclama Sophia. Elle avait commencé à l'appeler ainsi naturellement, et chaque fois qu'il entendait ces mots, le cœur de Robert se remplissait d'une joie qu'il n'avait jamais imaginé possible. « Je fais des crêpes en forme de papillon. » Robert regarda la pâte informe dans la poêle et sourit. « Elles ont l'air parfaites, ma princesse. »« Menteur, » dit Maria en riant et en lui donnant un baiser de bonjour. Mais c'est un très doux mensonge. La maison qu'ils avaient achetée ensemble était modeste comparée au manoir que Robert avait vendu, mais elle était remplie de quelque chose que son ancienne maison n'avait jamais eu, la vie. Les murs étaient décorés des dessins de Sophia, de photos de famille et de certificats des écoles que la fondation Sophia Diaz avait inaugurées. Après le petit déjeuner, ils se dirigèrent tous les 3 vers l'événement le plus important de la journée, l'inauguration officielle de la 5e école de la fondation. Le nouveau bâtiment coloré était situé au cœur d'une communauté qui, 6 mois plus tôt, n'avait aucun espoir de voir ses enfants accéder à une éducation de qualité. « Nerveux ?» demanda Maria dans la voiture, remarquant que Robert était plus silencieux que d'habitude. « Un peu, Jenny. Je suis toujours surpris quand je vois ce que nous avons réussi à accomplir. » « Ce que nous avons accompli, » corrigea Sophia depuis le siège arrière. « Parce que c'est un travail d'équipe, n'est-ce pas, papa ?» Robert sourit dans le rétroviseur. Sophia était devenue une petite ambassadrice de la fondation, toujours présente aux inaugurations, distribuant des dessins aux autres enfants et expliquant que tout le monde méritait d'avoir une bonne école. La cérémonie d'ouverture fut émouvante. Plus de 200 personnes s'étaient rassemblées pour célébrer. Parents, enfants, enseignants, bénévoles et responsables locaux. Robert regarda les enfants courir dans la nouvelle cour de récréation, leur rire résonnant dans l'air, et ressentit une satisfaction qu'aucun profit d'entreprise ne lui avait jamais procurée. « Monsieur Sinclair, » dit le directeur de la nouvelle école, « voudriez-vous faire un discours ?» Robert était sur le point de refuser, se sentant toujours mal à l'aise d'être le centre de l'attention,
quand Sophia lui tira la manche. « Raconte-leur l'histoire du CV, papa, murmura-t-elle. Robert se dirigea vers la petite estrade improvisée, regardant la mère de visage plein d'espoir devant lui. « Il y a un an, commença-t-il, sa voix gagnant en force, une petite fille très spéciale est entrée dans mon bureau avec quelque chose qu'elle appelait un CV. Sur ce papier manuscrit, elle n'énumérait pas d'expérience professionnelle ou de qualification technique. Elle énumérait sa capacité à supporter le froid, à s'occuper des malades, à ne pas se plaindre quand elle avait faim. Le public était complètement silencieux. Cette petite fille m'a appris que la vraie qualification pour changer le monde ne se trouve pas dans les diplômes ou les comptes en banque. Elle se trouve dans le courage de demander de l'aide quand on en a besoin, dans la détermination de protéger ceux qu'on aime, et dans la capacité de transformer les épreuves en force. » Il regarda Sophia, qui souriait fièrement à côté de Maria. « Aujourd'hui, nous inaugurons une autre école parce que nous croyons que chaque enfant mérite de voir ses vraies qualifications reconnues, sa créativité, sa curiosité, sa capacité infinie à rêver et à transformer le monde. » Les applaudissements furent chaleureux et prolongés, mais Robert les entendit à peine. Il était concentré sur Sophia, qui courait vers lui avec un papier à la main. « Papa, j'ai fait un nouveau CV, dit-elle en lui tendant le papier. Robert le lut à voix haute pour que tout le monde puisse entendre. CV de Sophia Sinclair Diaz. Âge, 7 ans. Qualification, je sais rendre les gens tristes heureux. Je peux dessiner des papillons colorés. Je sais partager des jouets et des goûters. Je peux raconter des histoires drôles. Je sais faire des câlins qui guérissent. Je peux aider les autres enfants à ne pas avoir peur. Je sais que les familles de cœur sont aussi réelles que les familles de sang. Emploi actuel, fille la plus heureuse du monde. Projet futur, aider papa et maman à rendre plus d'enfants heureux. » Les yeux de Robert s'emplirent de larmes en lisant. Sophia avait changé son nom de famille pour inclure le sien et celui de Maria, symbolisant l'union complète de leur vie. « C'est le CV le plus impressionnant que j'ai jamais vu, » dit-il en serrant Sophia dans ses bras sous les applaudissements de la foule. Plus tard, en fin de journée, la famille se trouvait dans le jardin de la fondation, plantant un arbre commémoratif. C'était une tradition de planter un arbre à chaque nouvelle inauguration d'école, symbolisant la croissance et l'espoir. « Papa, » dit Sophia, ses petites mains aidant à stabiliser le jeune arbre dans la terre, « est-ce que les papillons vont aimer cet arbre? » « Ils vont l'adorer, ma princesse. Et quand il grandira, beaucoup de papillons viendront y faire leur cocon, puis ils s'envoleront vers de nouveaux endroits. » « C'est vrai. Mais ils reviendront toujours visiter l'arbre qui les a abrités. » Sophia hocha la tête, satisfaite de l'explication. Maria s'approcha, enveloppant Robert et Sophia dans une étreinte de groupe. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, remarquant le regard contemplatif de Robert. « À la façon dont une fillette de 6 ans a réussi à sauver un homme de 52 ans, répondit-il. Et au fait que parfois, les meilleures affaires de la vie n'impliquent pas d'argent. »« Quelle a été la meilleure affaire de ta vie » demanda Sophia. Robert regarda sa femme et sa fille, puis le bâtiment de la fondation où des enfants jouaient encore dans la cour, enfin libres d'être simplement des enfants. « Troquer une vie bâtie sur des chiffres contre une vie bâtie sur des étreintes, dit-il. C'est l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait. » Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Robert Sinclair Diaz regarda un papillon se poser sur l'arbre qu'il venait de planter. Un instant, il pensa à Émilie, à l'infirmière qui avait pris soin d'elle, à la petite fille courageuse qui était entrée dans son bureau, et à la famille qu'il avait gagnée en apprenant à ouvrir son cœur. Le CV original de Sophia, maintenant encadré sur le mur de son nouveau bureau à la fondation, n'était plus seulement une demande d'emploi désespérée. C'était un rappel quotidien que parfois, les miracles se déguisent en demande d'aide et que la vraie richesse se mesure en vies transformées, pas en fortunes accumulées. Sophia courut à l'intérieur en criant qu'elle allait dessiner le papillon qu'ils avaient vu. Maria et Robert restèrent dans le jardin, main dans la main, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel. « Merci, » murmura Robert. « Pourquoi ? » De m'avoir appris que la famille n'est pas quelque chose dans lequel on est. C'est quelque chose qu'on choisit de construire chaque jour. Maria sourit, serrant sa main. Et merci de m'avoir montré que les fins heureuses ne sont pas réservées aux contes de fées. Elles sont pour ceux qui ont le courage d'écrire leur propre histoire. Dans le silence douillet de la nuit, entourés par l'amour qu'ils avaient construit ensemble, Robert et Maria savaient que leur vie avait été transformée à jamais par le plus important CV jamais écrit, non pas avec des qualifications professionnelles, mais avec le langage universel de l'amour et de l'espoir.